On est mardi, et mardi, c'est Retour gagnant sur la chaîne YouTube d'Eurosport sur HBO Max. Salut à tous, merci d'être avec nous. On est bien entouré aujourd'hui avec un Nicolas Escudé qui revient après Roland-Garros. Ouais, le gazon oblige. Ah bah ouais, là c'est obligé de t'avoir avec nous. Il y a le Queens, il y a Halle cette semaine. Queens, Halle cette semaine, encore une petite semaine la semaine prochaine, et puis après on va se projeter tranquillement sur Wim. On est bien. T'es gazon toi, Romain Bouchenot? Team Gazon. Team Gazon. Bah oui. Ah oui. Non, c'est génial de voir la différence entre les deux. Les premières balles sur La gazon. transition a été Ouais. rude. Hein. Ouais. C'est pas évident, mais pour les joueurs, on le voit dans les petits pas et tout. Mais à regarder, c'est sympa, ça change un peu. C'est cool. Quand il n'y a pas de pluie. Il y a eu un peu de pluie la semaine dernière à Stuttgart. Ouais, mais là, je crois que ça va pas être mal sur ces 2 semaines. Enfin, en tout cas, à Halle et au Queens. Halle, de toute façon, il y a un peu. Mais quelques gouttes, mais ça s'annonce quand même chaud et pas mal. Bien pour les serveurs. On est sur un fond vert, hein, Romain. À tout moment, tu peux nous faire la météo. Hein. On change le fond et c'est parti. Pas. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de pluie. Là, il va faire beau sur le Queens. Alors, on fête un anniversaire. Tiens donc. En 2026. On fête un quart de siècle. Ça fait 25 ans, Nico, que tu as atteint les quarts de finale à Wimbledon. 25 ? Ouais. Dédé. Cela ne nous rajeunit pas. Ouais, ça fait 25. 2001. Tu avais fait un super parcours. Certainement. Tu t'en souviens pas? Non. Et Halle, quart de finale aussi, comme à Wimbledon, 3 tie-break contre Yevgeny Kafelnikov. Ouais. Ça, tu t'en souviens pas non plus? Si, je m'en souviens vaguement. Les 3 tie-breaks, je m'en souviens pas. Mais quand c'était joué là-bas, oui, après, que ce soit en quart, au deuxième tour, ça, c'était pas en finale. Donc, Et pourquoi t'as pas gagné sur gazon dans ta carrière? Pourquoi j'ai pas gagné sur gazon? Parce qu'il y avait des clients. Et la seule finale que je fais, c'est Erto. Et j'avais un joueur que je respectais énormément en face de moi et que j'ai un petit peu trop regardé ce jour-là. Donc ça a tourné court. C'était Patrick Rafter. Ah, Patrick Rafter, oui. Bah, cette année-là, en 2001 à Wimbledon, tu bats quand même Sébastien Grosjean, top 10, et Lleyton Hewitt surtout. C'était pour préparer le mois de décembre 2001. Ben oui. Ouais. C'est bon. Et tu es tombé sur un os en quart, puisque tu es battu par André Agassi. Ouais. 4-7 Souvent. quand même. Parce que je crois à l'US aussi. Exactement, je l'ai à l'US aussi en quart. Que ce soit lui et Sampras, je les ai malheureusement croisés trop tôt sur les tournois du Grand Chelem. Et Agassi était plus dur à jouer sur quelle surface? C'est quoi sa meilleure surface? C'est difficile à dire, lui qui a gagné sur les 4. Ouais. Dur. Ouais, on peut pas franchement dire que ce soit la terre battue a priori quand même. Non, mais il a quand même gagné. Ouais. Il a Roland, gagné. C'était d'ailleurs le premier à gagner les 4 Grands Chelems. Donc, non, sur toute surface, il était bon. Après, pour moi, il était pénible sur toute surface. Bon. Oui. Pour beaucoup de joueurs. Alors, on connaît une partie des wildcards pour Wimbledon. Ils se sont réunis hier, lundi, pour décider des noms auxquels ils allaient attribuer ces wildcards. On rappelle qu'il y a 8 places dans le tableau masculin, 8 places dans le tableau féminin, en simple. On parle des wildcards en simple. Il y en a 7 en double. Et donc, première surprise, on a envie de commencer par ça, c'est les sœurs Williams, Nico, Romain, qui reviennent en double. Serena et Vénus, qui avaient toutes les deux arrêté. Vénus, c'était récent. Et Serena, ça remonte à 2022. Et donc, elle a rejoué en double avec Victoria Mboko, avec Muchova cette semaine, et elle a choisi sa sœur, avec qui elle a gagné de nombreux titres du Grand Chelem, 14 titres du Grand Chelem en double. De nombreux, voilà. Et le dernier, en 2016, il y a 10 ans tout pile, à Wimbledon. C'est séquence nostalgie, là. Ouais, 44 et 46 ans, les deux sœurs Williams. Après, je pense qu'il y a différents facteurs. Est-ce que l'idée première était effectivement que les deux frangines jouent ensemble? Ça, on leur posera certainement la question pendant que le tournoi va commencer. Est-ce que Serena aussi voulait pas trouver une partenaire avec laquelle elle était à peu près sûre de pouvoir continuer à avancer dans le tableau sans qu'à un moment donné, le simple potentiellement pour sa partenaire puisse poser problème. Donc, mais c'est sympa. Ça va être sympa. Est-ce que vous n'y voyez pas un Road to Los Angeles? Jouer avec une Américaine. Rampe de lancement je sais avant pas. les Jeux.
Je sais pas, je vois des Ce trucs. sera 18 mois plus tard. Non, mais bon, il y a quand même un petit truc. Et 2 ans plus tard même. Si elle revient comme ça, on verra. En simple, non, pour l'instant en tout cas. Est-ce que c'est une passerelle pour aller jouer en simple? Peut-être, pourquoi pas, hein, tout est possible, mais jouer avec une Américaine, sa sœur, boucler la boucle à Los Angeles, enfin, c'est quelqu'un qui aime bien écrire l'histoire quand même, Serena Williams, donc peut-être dans un coin de sa tête ça. Sinon, elle aurait certainement d'autres partenaires plus plausibles, même des joueuses de double pure qui aimeraient bien jouer avec elle pour tenter d'aller gagner un grand chelem. Donc jouer avec sa sœur, bon, c'est beau pour l'histoire et elles s'entendent super bien depuis le début de leur vie, de leur carrière. Donc c'est top, mais est-ce qu'ils peuvent aller loin? Ça, je sais pas. Mais peut-être Los Angeles, ouais. Ouais, disons qu'après, au-delà, parce que de toute façon, c'est une compétitrice. Toutes ces années maintenant, loin du circuit, forcément, une fois qu'on est dans le move, on a forcément envie de gagner. Et Serena la première, mais elle a aussi pu dire je suis là avant tout pour prendre du plaisir. Donc, quoi de mieux que de jouer avec sa sœur. Pour jouer devant les enfants aussi, c'était un des arguments qui l'a poussé à revenir. En tout cas, elle va mettre un sacré coup de projecteur sur cette discipline du double et c'est pas plus mal. Donc avec Vénus, elle a gagné un match avec Victoria Mboko avant que justement sa partenaire soit forfait parce qu'elle s'était blessée en simple la semaine dernière. Et là, cette semaine, elle joue avec Mourova, qui est une très bonne joueuse de double également, la Tchèque. Donc ça, c'était la petite nouvelle sympa. Après, il y a beaucoup de Britanniques, sans surprise, puisqu'on sait que souvent on privilégie les locaux, et même quand on n'a pas un gros réservoir, ce qui est le cas de la Grande-Bretagne quand même, avec Jacob Fernley chez les garçons, notamment, qu'on connaît un petit peu, Arthur Ferry. Et hors britannique, on a donc Stan Wawrinka, qui va tirer sa révérence. Ouais. Cette saison, on s'était demandé si il ferait partie des noms. C'était en tout cas l'un des annoncés. Ça semble logique au vu du personnage, de la carrière et de cette fin de carrière qui se profile, Stan Wawrinka. Même si c'est pas le grand chelem qu'il a gagné. Oui, il a gagné. Il faut bien qu'il le gagne. S'il veut gagner les 4. Donc on lui laisse une dernière chance de gagner. C'est la dernière chance, aussi, mais non, totalement logique avec les noms qui pouvaient demander justement ou prétendre au sésame dans le tableau final de Wimbledon. Donc rien d'illogique à voir Stan. Récupérer une wildcard. Et on va parler de l'autre Grigor Dimitrov après, mais dans ceux qu'on pouvait imaginer, les Kyrgios, les Berrettini, personne n'a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Là, il l'a dit, il l'a préparé, c'est un peu une tournée d'adieu, c'est pour ça qu'il l'a certainement annoncé en début de saison, mais il n'est pas là pour faire de la figuration sur tous les matchs. À Roland-Garros, il était performant, il a essayé, il a fait plein de bons matchs finalement cette année, donc il la mérite totalement. Et c'est quelqu'un qui est apprécié partout, dans tous les grands chelems, partout où il est passé. Jamais entendu quelqu'un dire du mal de Stan Wawrinka. Donc moi, je comprends totalement cette wildcard, même s'il n'a jamais brillé à Wim. Alors, Grigor Dimitrov, on se souvient de sa malheureuse histoire l'an dernier à Wimbledon. Il mène 2-7-0 contre Yannick Sinner et il se blesse au pectoral. Est-ce que ça a joué ? Dans la tribune. Je pense que. On sait que Wimbledon accorde de l'importance à l'histoire, au fait que ce soit des Britanniques. Et quand on n'est pas britannique, est-ce qu'on a vécu quelque chose de particulier avec ce tournoi ? Là, pour le coup. Là, pour le coup, l'année dernière, c'était l'histoire la plus déchirante, je crois, de l'année. Et puis Grigor Dimitrov, voilà, c'est un ancien numéro 3 mondial. Ancien numéro 3, un jeu magnifique, d'autant plus sur gazon où ça peut être un régal de le voir jouer. D'ailleurs, la preuve en a été l'année dernière, avant effectivement qu'il se blesse. Vainqueur du Masters à Londres ? Oui. 2017 je ne sais pas si c'était déjà à Londres. Mais C'était 2017. Mais, et aussi, au-delà de cette histoire particulière avec le tournoi qu'il a pu vivre l'année dernière, je pense qu'il en a vécu aussi avant. Et est-ce que les Anglais, c'est pas aussi un petit coup de main ? Parce que Grigor, il a bien chuté. 2 victoires cette année. Au niveau du classement. Oui, c'est plus compliqué maintenant. Il n'a plus gagné depuis le mois de mars. Un nouveau frisson à Wimbledon au premier tour. Chez les femmes, la grande interrogation, c'était est-ce que Maja Chwalinska, la très très belle histoire de Roland-Garros, qui allait jusqu'en finale, la polonaise, avec un jeu en plus qui peut très bien scier au gazon, allait avoir une wildcard ? Et oui. La réponse est oui. La polonaise sera à Wimbledon.
On se souvient de Loïse Boisson l'an dernier, on s'était posé la question, elle n'avait pas eu de wildcard. Mais c'était arrêté en demi. C'était demi. Forfait, pour parler de l'actu, forfait à Nottingham. Ouais. Donc pas sûr en plus qu'elle sera à 100%. Là, elle entre dans le tableau directement, pour le coup, Loïse Boisson. Mais Maya Pralinska... mais c'est génial pour elle, au niveau de déjà l'histoire qu'elle a pu vivre avec, et qu'elle nous a fait vivre sur cette quinzaine parisienne. Et c'est pas illogique non plus que les organisateurs à WIM lui accordent cette wildcard. Tu parlais de la densité aussi. S'il y a une densité de joueuses britanniques entre la 110e et la 200e place mondiale, je pose peut-être un peu plus la question. Là, c'est tout à fait logique. Et comme tu le disais, Anne, son jeu, on a envie de le voir sur gazon. Je ne dis pas que c'est le même que Tatiana Maria, mais Tatiana Maria, elle a brillé sur cette surface-là. Vainqueur du Queen's l'an dernier. Moi, j'ai hâte de voir. Ça va être vraiment sympa, ça. Il reste une place à accorder, une wildcard chez les femmes. Il en reste 2 chez les garçons. Dan Evans, pour l'instant, n'est pas dans la liste. Sur le carreau. En double, alors, il est en double. Oui, il est en double avec Henry Searle. Mais il avait déjà un petit peu râlé de ne pas avoir eu d'invitation au Queen's. Ancien numéro 21 mondial, Dan Evans, qui a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, lui aussi, un peu comme Wawrinka. C'était un forceur. Ouais, un peu pour forcer. Il a dit « Je suis membre temporaire du club, je m'y entraîne toute l'année », mais bon, ça n'a pas suffi. On sait qu'il y avait Matteo Berrettini un petit peu dans l'équation aussi, mais lui, il lui manque un forfait pour rentrer directement dans le tableau. Est-ce qu'ils attendent aussi le potentiel forfait d'un Draper, en tout cas physiquement, s'il peut, il aura peut-être une autre wildcard, Jack Draper, parce qu'il est sorti du top 100 désormais. Il a déclaré forfait pour cette semaine. Je ne sais pas s'il jouera la semaine prochaine, mais il doit revenir, on ne sait pas quand. Je pense qu'ils en gardent une sous le coude. Au niveau de l'état de forme, l'état de blessure des uns, des autres, voire même les derniers résultats là, de cette semaine, voir un petit peu ce que ça peut donner. J'ai vu qu'un Rodard avait déclaré forfait pour le tournoi du Queen's. Il devait jouer aujourd'hui contre Bouzet, il ne joue pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas à WIM, mais pour un Berrettini, par exemple, ça peut... Je crois qu'il a une place. Une place, oui. Donc ils ont raison de ne pas la donner tout de suite, s'ils peuvent attendre. Je ne sais pas jusqu'au début des qualifs. Oui. Jusqu'à samedi ou dimanche. Et pour finir, pour le fun, on avait aussi pensé à Nick Kyrgios, finaliste en 2022 à Wimbledon. Lui, il a eu une wildcard pour jouer en double avec Bublik. Ça peut être un double Bublik sympa. et Kyrgios forfait à Halle, là, je crois, d'ailleurs. Bublik qui a perdu. Qui a perdu et Kyrgios. Et Kyrgios aussi, non, Bublik à Halle. Comme s'il était complètement forfait. Là, pour sortir du match face à Bellucci, complètement forfait. Tenant du titre. D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième fois, pour la petite histoire à Halle, qu'un tenant du titre sort au premier tour. C'était Caffel. En 2000, ça devait être en 2001 ou 2002. Sacré parcours l'an dernier. 2001, quart de finale, Kafelnikov. Donc, c'était pas en 2001. Mais mais Kyrgios, il y a trop d'incertitudes, Kyrgios. Wildcard qualif ou pas? Non. Rien. Kyrgios? Pour l'instant, il y a des places qui restent dans les wildcard qualifs. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de jouer les qualifs, mais son classement ne lui permet pas de rentrer en qualif. Il n'a pas de classement du tout. Non. Donc, il jouera au moins le double. Avec Bublik, ça peut être fun. Cette paire-là, la paire Williams chez les femmes. Donc, voilà, c'est assez séduisant tout ça. Et puis les Anglais sont très friands du double en plus, donc c'est très bien. Ouais. Bravo au comité Wimbledon. Ok, bravo. Pas bravo? Monsieur, la Monf, on aurait bien aimé voir son nom sur les qualifs. C'est sûr que c'est pas la surface où il a le plus brillé, le Grand Chelem où il a le plus brillé également. Non, et je suis pas certain non plus qu'il ait souhaité se faire les tournois de préparation avant, plutôt que d'avoir à débouler à WIM sans avoir foulé encore le gazon. C'est qu'il a besoin d'y passer quand même un tout petit peu de moments. Et puis on ne l'a pas entendu. Dans les médias, il aurait pu laisser un message, dire si Wimbledon ouvre la porte, je vais aller m'entraîner. Bon, on ne l'a pas entendu là-dessus. Du tout. D'ailleurs, on voulait te poser avec Anne la question sur est-ce qu'il y a du lobbying? Est-ce que les fédérations vont toquer à la porte de Wimbledon en disant mon joueur là, il aimerait quand même bien. Est-ce que l'entourage du joueur ou de la joueuse fait quelque chose aussi? Tu peux convaincre un peu il y a forcément une histoire un petit peu de réseau et de connexion. Forcément, tu parles de l'entourage. Alors sans parler de fédération, mais de fédération aussi. Je me
demande même si moi, en tant que DTN, je n'avais pas eu une année envoyé un courrier à Wimbledon essayant de pousser. Mais après, tu as l'entourage effectivement propre de la joueuse ou du joueur, surtout les agents. Qui, en règle générale, voilà, essayent de faire passer les messages, envoient des courriers. Après, voilà, parler du fait que l'Angleterre et WIM soient un petit peu en marge. Toute une sorte de protocole, envoyer un courrier, ce genre de choses. Donc, bon. Mais oui. Ça peut avoir une de toute façon, c'est toujours un sujet à discussion, à débat. C'est toujours particulier. Mais une wildcard, c'est pas un dû. Donc, non. Ils font ce qu'ils veulent. Exactement. C'est très bien comme ça. Et il y a toujours des déçus, il y aura toujours des déçus. Ce gazon, là, qu'on a retrouvé. Bah oui. Pour un petit laps de temps, hein. Elle est courte cette saison sur gazon. On a déjà elle est un peu plus longue que par le passé. On a reculé d'une semaine Wimbledon. Avant, quand même, c'est fou de se dire qu'il y avait 2 semaines entre Roland-Garros et Wimbledon. Ouais, il y avait un mois de. Alors après, ça poussait à 5 semaines parce qu'il y avait Newport. Après. Ouais, mais qui donc, je crois, n'est plus en Grand Prix maintenant et est redescendu de catégorie en Challenger. Mais donc, ouais, il y avait, à l'époque, il y avait 5 semaines et encore la 5e semaine, il fallait prendre l'avion pour aller aux États-Unis juste pour un tournoi sur gazon. Magnifique endroit. Magnifique endroit. Mais oui, une saison extrêmement courte. Mais ça date depuis déjà pas mal de temps. Parce qu'avant, la majeure partie du circuit se jouait sur gazon au début. Ben oui, l'Open d'Australie. Par exemple, à Kooyong. Et on a abandonné petit à petit ce gazon. Maintenant, ce sont les surfaces dures qui dominent, en tout cas en nombre, le circuit. Et ça reste cette petite parenthèse sur gazon, encore un moment que certains redoutent ou veulent éviter. Pourquoi on a encore des joueurs qui n'arrivent pas sur cette surface? Toi, c'était une surface que tu aimais, on en a pas mal parlé. Que soit là, l'instant T, que des joueurs n'arrivent pas forcément sur cette surface, ça peut s'expliquer de différentes manières. Mais aussi et surtout sur le fait que c'est une surface sur laquelle on joue 5 semaines dans l'année au max. Et encore, quand on dit 5 semaines, c'est 2 semaines de Grand Chelem. Et le profil de certains joueurs, Wimbledon, c'est pas 2 semaines, c'est une petite semaine, voire 3 jours. Voire 3-4 jours. Donc, se préparer spécifiquement pour ça peut paraître compliqué. Après, ça existait par le passé. Moi, j'ai connu des générations de joueurs espagnols à la sortie de Roland. On les voyait éventuellement arriver sur Wim. Je dis bien éventuellement, mais sinon, on les voyait pas. Ben on verra à Wimbledon. Mais il y a 10 Argentins dans le top 100 et il y en a 2 qui jouent cette semaine à Halle ou Queens, les 2 mieux classés, enfin 2 dans les mieux classés, Francisco Cerundolo et Thomas Martin Etcheverry. Sinon, les autres, il y en a qui sont quand même dans le top 50 et qui sont très bien et qui avaient la place pour rentrer, qui ont décidé de ne pas jouer. Et puis après, le profil des joueurs qu'on voit aujourd'hui sur le circuit. Avant, il y avait beaucoup plus de serveurs volleyeurs, de joueurs qui jouaient beaucoup plus à l'intérieur du terrain. Donc forcément, sur gazon, c'est une surface qui, sans dire qu'il les avantageait, mais sur lequel leur tennis pouvait s'exprimer beaucoup mieux. Oui. Aujourd'hui, sans dire que tout le monde joue pareil, mais ça joue quand même pas mal du fond du court, ça contre, c'est des gros services. Donc voilà, raison aussi pour lesquelles tu parlais des Argentins en nombre vont aussi jouer maintenant sur gazon. Il y a déjà ça. Il y a aujourd'hui, de par le volume de tournois et comment quelque part est achalandé le classement, plus tu joues, plus tu vas monter au classement. Moins tu joues, les autres jouant, le différentiel se fait. Et puis dernier point, l'argent. L'argent. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'argent que par le passé dans les tournois. Et sur 3 semaines de tournoi, c'est pas négligeable de s'asseoir sur, je sais pas, 100, 150 000 euros. Et on a souvent parlé dans Retour Gagnant depuis le début de la saison des plages de récupération qu'il fallait trouver à un moment. Bah là, c'est peut-être le cas pour les terriens de pas jouer là, de régénérer un peu avant la saison qui reprend et la saison sur terre battue. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines après sur terre battue où il y a aussi des 500, il y a des points à aller chercher et t'enchaînes sur dur derrière. Tous ceux qui sont sur Wimbledon vont pas forcément, en tout cas les meilleurs, vont pas forcément aller jouer ces 2 semaines-là et vont revenir courant août sur les Masters 1000 américains. Ouais, il faut aussi en profiter pour stopper au bon moment, là où on a le moins de chance. Tu parlais de points et d'argent, moins de chances d'aller en chercher peut-être pour les terriens, parce qu'il y a quand même une différence, même si les surfaces se ressemblent de plus en plus.
Mais je trouve qu'on voit de moins en moins de façon sur le circuit de par le calendrier. Alors sans dire que si on compare le calendrier d'il y a 20-30 ans au calendrier d'aujourd'hui, il y a forcément beaucoup plus de tournois, certes, il y en a plus. Est-ce qu'il y en a plus sur le circuit ATP une semaine restant une semaine, tu ne peux pas te retrouver avec 3 ATP 500 la même semaine, ce genre de choses. Donc quelque part, et à quelque chose près, le calendrier reste effectivement le même. Mais les joueurs jouent toute l'année et s'entraînent toute l'année, plus ou moins, et il n'y a plus de coupure comme on pouvait le faire avant, où à un moment donné on se pose, on refait un bloc de travail pour pouvoir arriver à préparer les échéances qui arrivent derrière. Donc oui, pour les purs terriens, ça peut être une période où hop, on coupe un petit peu à la sortie de la saison. Un Baez, un Avonné, par exemple, des joueurs comme ça. Juan Manuel Cerundolo qui joue pas d'ailleurs. Donc, mais après c'est aussi en fonction des profils. Moi, la coupure, je la faisais justement après Wim. Parce que je ne retournais pas sur terre battue derrière. Et là, je coupais, je prenais petite semaine où je coupais complètement et je me remettais au boulot avec un bloc de travail pour attaquer justement la tournée américaine après qui amenait jusqu'à les Fritz, les Shelton, on les verra pas sur terre battue derrière. Peu de chance. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que voilà, c'est une surface où on joue peu. Mais c'est la surface du tournoi le plus prestigieux du monde et qui attire encore. Qui attire même des terriens. Quand on voit un Rafael Nadal, c'était son rêve de gagner Wimbledon et il est allé le chercher ce rêve-là plusieurs fois. Mais ça attire encore et pourtant, c'est pas la surface, quoi. C'est pas le côté gazon qui fait que. Non, c'est le prestige du tournoi. C'est un tournoi du Grand Chelem. C'est aussi. Parce que c'est le dernier garant aussi de cette surface qui est en train un peu de disparaître. Enfin, en tout cas, qui a beaucoup reculé par rapport à. Bon, on l'espère pas. Après, c'est aussi un défi personnel. Nadal, considéré comme un joueur de terre battue ou autre, d'aller gagner sur une autre surface et de par une confrontation qu'il pouvait avoir face à Roger à l'époque, d'aller battre Roger là-bas sur gazon, c'est un défi aussi personnel qui est important. Et ce qui est fou, c'est qu'à Wimbledon, comme ailleurs, mais je trouve encore plus à Wimbledon, ce sont les meilleurs joueurs du monde qui gagnent. Là, il y a eu Zverev a gagné, là on a eu un Dominic Thiem ou un Medvedev qui ont gagné à l'US Open, mais à Wimbledon, c'est toujours cela, si on regarde Alcaraz, Djokovic, enfin tous les joueurs Sinner sont les meilleurs. On pourrait imaginer un joueur, comme il n'y a pas beaucoup d'adaptation et que c'est difficile, un joueur se dire non mais moi je suis un bon serveur, je suis un très bon joueur. Je vais m'entraîner sur gazon, je vais faire l'impasse pour aller gagner un grand chelem, je vais faire l'impasse sur la terre battue, pourquoi pas, et m'entraîner spécifiquement sur gazon pendant 1 mois pour être le meilleur à Wimbledon. Mais finalement, on voit que c'est quand même le meilleur joueur du monde qui gagne Wimbledon, même s'il n'y a pas de préparation, ils sont plus forts. Tu parlais de faire l'impasse, le premier nom qui me vient en tête, il n'y a pas Lendl qui a fait l'impasse une année sur Roland pour aller essayer c'est possible, il l'a jamais gagné. C'est bien possible ça. Mais oui, on pourrait imaginer ça comme c'est une courte période, rallongeant la période à l'entraînement pour arriver le meilleur possible à Wimbledon et se dire c'est peut-être le tournoi du Grand Chelem où les meilleurs vont être les moins préparés possibles parce qu'ils ont le même temps que tout le monde. Moi, je vais aller gagner Wimbledon. Un Kyrgios, par exemple, pourrait totalement se dire moi, je vais faire l'impasse, c'est ce qu'il fait, surtout, mais m'entraîner sur gazon, passer 1 mois en Angleterre, préparer et arriver au top. Mais on voit qu'il y a peu de gens. Mais après, tu parlais là tout à l'heure de joueurs qui pourraient arriver à faire l'impasse, mais on le voit de moins en moins sur Wimbledon. Ça se faisait beaucoup aussi à l'époque. Je pense que ça se faisait aussi beaucoup parce qu'il y avait. On parlait tout à l'heure de Wimbledon, qui était un petit peu une entité à part sur la façon dont ils constituaient leur tableau. Avant, un joueur argentin ou espagnol qui se retrouvait tête de série, tête de série, potentiellement tête de série, donc on va dire se voyaient relégués et se voyaient ne même plus être tête de série. Ils n'étaient pas considérés. Non, ils n'étaient pas dans le tableau. Ils sortaient du tableau. Exactement. T'as pas la bonne nationalité donc, pour être là. quelque part, se dire, attends, je vais aller là-bas, je vais plus, en termes de tirage au sort, je vais plus être plus ou moins un petit peu protégé de par le rang qui est le mien et le classement qui est le mien. Donc au premier tour, là, je peux me taper quelque part n'importe qui. Il ne faut pas aller fort. Exactement. Oui, mais le problème, c'est que... Alors que maintenant, c'est plus le cas. Oui, parce que maintenant, on joue partout. Exactement. Et puis, on prend le classement et les têtes de série sont positionnées par rapport au classement. Contrairement à avant, où ils faisaient un pseudo-classement par rapport aux résultats de l'année d'avant sur gazon et ainsi de suite.
Ah, mais là, ils sont obligés parce que de plus en plus, les meilleurs têtes de série n'étaient pas forcément des spécialistes de gazon. Et donc, du coup, ils se privaient aussi. au fur et à mesure des meilleurs. Et voir potentiellement les 2 meilleurs joueurs du monde se retrouver dans la même partie de tableau. Oui, c'est ça. Mais c'est déjà arrivé. Hein. Ouais. Donc, quand même, on n'a pas de Masters 1000 sur gazon. On en a souvent parlé, on s'est souvent interrogé. C'est peut-être pour ça qu'il y a des impasses aussi, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Et d'obligation. Et il n'y a pas les mandatories, Oui, mais après quand on voit le tournoi de Halle avec son toit, avec son grand stade. Mais après le Caléan, quand est-ce qu'on va le caler ce Master 1000 sur gazon, où on redécale encore Wimbledon d'une semaine pour pouvoir arriver à en caler un au milieu, en sachant que la volonté aujourd'hui de l'ATP, c'est les Master 1000, c'est sur 12 jours. Oui. Donc, c'est-à-dire que sur les 5 semaines, on disait, de saison sur gazon, il y a 2 semaines pour le Master 1000 et 2 semaines pour le Grand Chelem. Ouais. Alors, si on en met un, ce sera peut-être pas sur 12 jours. Effectivement, il faudrait garder un petit format. Et un enchaînement fou, quoi qu'on dise. L'enchaînement, t'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps, il y avait à peine 2 semaines entre 2 Grands Chelems, sur 2 surfaces complètement opposées, en sachant qu'avant Roland, il y a en l'espace de, on va dire, 1 mois, il y a 3 Master 1000. Donc on sort de Monte-Carlo, Madrid, Rome, Roland, un autre Master 1000 derrière sur gazon, pour après avoir encore Wim. C'est très dense. Et le Masters 1000 qui pourrait exister, dont on parle souvent, sur gazon avec les risques de pluie, on est sûr de rien non plus en termes de tournoi sur 7 jours. S'il faut le faire avec, je sais pas, 64 joueurs par exemple, tu peux te retrouver avec des finales le lundi ou le mardi. Et c'est aussi peut-être une vraie question. Ouais. Mais oui, moi j'aurais adoré. Mais au-delà de ça, gazon de 2 mois. Non, mais ça paraît pas logique. Ça paraît pas logique, et on se dit que c'est peut-être ça aussi qui va pas faire mourir cette période sur gazon. Mais parce que Wimbledon aujourd'hui étant un tournoi du Grand Chelem et la puissance que peut avoir ces tournois-là, il faut forcément quelques tournois de préparation quand même dessus juste avant. Je ne vois pas la saison sur gazon complètement disparaître. Ça, j'y crois pas une seule seconde. 90 Lendl, me dit Flo Galloise. Il est numéro 1 mondial. Il remporte l'Australian et il zappe Roland Garros. Exactement, pour préparer. Parce qu'il veut aller gagner Wimbledon. Qu'il ne gagne pas. Alors là, on a quand même dans ce top 10 des joueurs qui n'ont pas gagné sur gazon. Tu as regardé, Romain dans le top 10 aujourd'hui. Dans les décennies précédentes aussi. Exactement, mais c'est assez drôle. Je ne sais pas si on peut en tirer grand-chose. Mais là, actuellement, donc en 2026, en juin, il y en a 3 seulement qui n'ont pas gagné de tournoi sur gazon dans le top 10. Vous les avez ? Il y a Zverev. Ouais, c'est ça qui est fou quand même. Ouais. Sacha Zverev, numéro 3 mondial. Zverev, qui sait qu'il doit y avoir d'autres. Finaliste de Roland Garros. Flavio Cobolli, qui vient d'arriver. Qui s'est fait sortir. Et un autre qui n'a gagné que sur dur. Ah oui, ça y est, j'ai le 3e, ouais. Je ne l'ai pas, moi. Qui est numéro 4 mondial. Félix Auger-Aliassime. Aussi. Et c'était un peu la même chose il y a 10 ans. J'ai regardé tous les 10 ans. Il y a 10 ans, il n'y en avait que 2 qui n'avaient pas gagné. Donc, ils étaient 8 à avoir gagné en 2016 sur gazon. Mais si on prend avant, 2006, il n'y en avait que 3 qui avaient gagné sur gazon. Et 96, il y en avait 4 qui avaient gagné sur gazon, parce qu'il y avait plus de spécialistes de la terre battue. Mais après, je pense que ça vient aussi, je pense, du fait, pour prendre le top 10, c'est que donc forcément, ça va en 2e semaine de Grand Chelem. Donc très souvent, ils étaient en 2e semaine de Roland. Et la semaine juste après Roland, ça ne jouait pas. Il restait derrière plus qu'une semaine avant le tournoi du Grand Chelem, mais c'était juste avant Wimbledon. Donc en règle générale, je pense qu'il y a bon nombre aussi, si on se penche et qu'on va creuser un petit peu plus, je pense bon nombre de joueurs qui, à la sortie de Roland, aller directement sur Wim, en fait. Là, c'est ce que font certains. Novak Djokovic, maintenant, il est habitué à plus avoir de tournois de préparation à Wimbledon. Pour plus aucun tournoi. Oui, sur tous les grands chelems, il fait ça maintenant. Lui, il fait 4 tournois dans l'année, donc c'est pas compliqué. Mais on a un Yannick Sinner,
dont on n'a pas de nouvelles très précises. On sait qu'il a fait plein d'examens pour essayer de comprendre un peu s'il y avait une raison physique, médicale à ces petits problèmes de résistance aux conditions climatiques. Il ne nous a pas envoyé les résultats? Non. On n'a pas de déclaration officielle, rien du tout, hein, mais a priori, il n'y a pas de choses qui se sont dégagées claires. Mais lui non plus, on ne le verra pas sur gazon avant Wimbledon si on le voit à Wimbledon. Mais on le voit à Monte-Carlo, parce qu'il joue avec Holger Rune. Il a joué hier après-midi avec Holger Rune sur dur, donc il n'a pas joué sur gazon encore cette année. Il y a une marge. Une marge par rapport aux autres. Tu parlais de Djoko qui aujourd'hui, de par le fait qu'il n'ait plus rien à prouver à qui que ce soit depuis déjà un petit moment, mais une connaissance de lui, son jeu, quand on voit le niveau de jeu d'un Sinner ou autre, aller jouer sur les tournois qui préparent un petit peu Wimbledon avant. Il n'y a que Novak Djokovic sur les 20-25 dernières années qui a gagné Wimbledon sans avoir fait de tournoi de préparation. Federer en faisait toujours. Nadal, quand il gagne en 2008, il avait gagné le Queens juste avant. Alcaraz, même après, il y a des enjeux financiers là, au milieu de tout ça. Quand on voit où allait Roger, où oui, Nadal, c'était des contrats avec Halle. C'est la même chose. Halle, j'ai l'impression qu'ils sont assez positionnés sur un Yannick Sinner. Le Queen, c'est plutôt sur un Alcaraz, parce que on verra jamais les deux. Il y a toujours eu un peu cette tendance. Le numéro 1 et le numéro 2 sur le même tournoi, et surtout sur les tournois préparatoires. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller se frotter l'un à l'autre sur ces tournois-là. Ils préfèrent garder pour les tournois du Grand Chelem, et puis les organisateurs de tournois aussi, qui ont besoin d'équilibre, de têtes d'affiche, qui ont besoin à un moment donné des meilleurs joueurs, et donc jettent leur dévolu, quitte à signer même des contrats sur plusieurs années. Ce qui était le cas de Federer avec le tournoi d'Halle. Ouais. Mais Sinner, il ne faut surtout pas l'enterrer. Hein, alors l'année dernière, on l'avait enterré en disant il sort la tête sous l'eau après Roland-Garros. Il se fait éliminer ensuite à Halle par un très très bon public. Donc il arrive un peu sur la pointe des pieds à Wimbledon, où on dit Alcaraz, 2 ans du titre, il a gagné 2 fois. Et c'est lui qui est allé le chercher plutôt facilement en plus en finale. Là, il a perdu 3-7, 2 contre Grigor Dimitrov. Et un en finale contre Carlos Alcaraz. La seule inquiétude qu'on pourrait avoir concernant Sinner, c'est effectivement s'il y a un sujet, un souci d'ordre physique. S'il y a un problème de par les examens qu'il a pu passer. Sur le fait d'arriver à retrouver son niveau de jeu sur Wimbledon, malgré le fait qu'il n'ait pas fait de tournoi de préparation avant. Oui, parce qu'avant Roland-Garros, c'était pour moi peut-être l'une, voire la meilleure saison de l'histoire du tennis, à part l'Open d'Australie où il perd en demi-finale. Sinon, ça ne s'est jamais vu ce qu'il a fait. Donc il est en grande forme. Moi, il y a quand même ce petit côté peur, stress, qui pourrait arriver chez lui avec ce qui s'est passé à Roland-Garros de s'il fait trop chaud, comment mon corps va réagir ? Ça peut peut-être le mettre un petit peu, lui, sous tension. Cet inconnu qu'il n'avait jamais vraiment vécu avant. Là, il a explosé en vol sur un match qu'il maîtrisait totalement. Et s'il passe ce tour-là, qui dit qu'il gagne pas Roland-Garros derrière, là, il doit quand même se poser les questions de comment ça a pu arriver, qu'est-ce qui s'est passé. Et même s'il trouve des raisons médicales, peut-être qu'il aura toujours un peu cette peur-là du vide, du noir qui est arrivé au milieu d'un 3e set, d'un match anodin, facile à gagner pour lui. Mais ce qui est fou, c'est que c'est monté crescendo, je trouve, en fait. Ça fait un moment qu'on sait que Sinner peut avoir des problèmes dans la chaleur. En Australie, il a été sauvé par le toit de par la règle. C'est où ? C'est à Cincinnati, il abandonne Rome aussi. Il y a un match de fou avec Medvedev. Où il termine aussi dans un état. Mais bon, à un moment donné, il arrive quand même à plus ou moins gérer les choses. Là, tu as employé le mot parfait. Ça a été un blackout complet on a éteint la lumière et il n'y a plus rien. Et forcément, ça doit rester quelque part. Certainement. On s'inquiète quand même de ne pas avoir de nouvelles, de signes de Yannick Sinner. Lui, il est dans son coin et dans sa bulle, il se préserve. Pas forcément non plus pour Alcaraz. Non, il y a eu un peu des communications. Là, il a enlevé la telle, ça suit son cours.
inquiet, d'autant plus qu'il est à Monte-Carlo là, déjà sur les cours à l'entraînement. Donc voilà. Est-ce qu'il va arriver à peu près dans la même position qu'à Roland-Garros? Ce sera le grand favori. On voit un Zverev qui n'a jamais gagné de tournoi sur gazon. Alors, il fera forcément partie des grands favoris, ça c'est certain. Mais moins qu'à Roland. À Roland, il y a rarement eu, depuis Rafael Nadal à Roland, un grand favori comme ça. Oui, mais c'est ce sera moins le cas à Wimbledon. C'est aussi dû à la saison qu'il a fait où il était invaincu. Oui, exactement. Il ne perdait pas un match. Oui. Après, ce qui va être intéressant, je pense, de voir, c'est l'effet que cette victoire à Roland va avoir sur Zverev. Parce que... Premier tour. Bam. Peut-être. Alors là, déjà sur on va voir à Halle, oui. C'est là au niveau émotionnel, au niveau même physique. Il est allé chercher, puiser très très loin, je pense, au fond de lui. Forcément, ça libère d'un poids. C'est un objectif après lequel il court depuis énormément d'années. Donc là, le fait d'enfin l'avoir atteint, quel impact ça va avoir derrière? Moi, c'est ce qui va pouvoir m'intéresser parce que honnêtement, avec le tennis qu'il est capable de pouvoir arriver à pratiquer, d'autant plus sur gazon, il peut arriver à aller accrocher un Sinner, voire peut-être le battre, pourquoi pas. C'est ce qu'on aimerait voir quand même, un Sinner à 100% qui perd tennistiquement, quoi, un match. Parce que là, il a perdu un peu contre lui-même, contre les conditions. Il n'est pas tombé sur plus fort que lui. Non. Quand même, sur ce match-là... Non, plus fort que lui physiquement, oui. Mais après, c'est tous les débats qu'on avait pendant pratiquement toute la quinzaine de Roland sur le tennis n'est pas simplement une affaire de coup de raquette et de talent, et que donc, à un moment donné, il fait chaud, comment on arrive à gérer ça, il tombe quelques gouttes, c'est des conditions un petit peu plus humides, et même sur gazon, où les balles, alors là, avec l'humidité, peuvent être encore plus lourdes ou autres. Comment on s'adapte à ces choses-là? Et ça aussi, ça fait partie du tennis. Après, ça fait 2 ans qu'on dit que la dernière chance, peut-être, de Novak Djokovic pour gagner un grand chelem, c'est Wimbledon. En tout cas, on se dit, ce sera trop dur sur dur, Sinner, sur terre battue, ça va être trop compliqué. Wimbledon, on ne sait jamais. Là, lui, c'est sa dernière chance. Là, je ne vois pas d'autres possibilités. Là, il y a un Sinner, on ne sait pas vraiment où il en est. On l'a déjà dit là sur Roland, là. Ouais, mais c'était la terre battue. On se dit quand même que sur terre battue, ce sera forcément plus difficile pour lui d'enchaîner les gros matchs et tout. Contre un petit jeune, quand on avait vu les tableaux, on avait vu qu'il y avait potentiellement Fonseca avant même Sinner, et on s'était posé la question. Donc, là, ça sur peut gazon, paraître plus simple sur gazon. Ça peut paraître plus simple sur gazon. Il n'y a pas d'Alcaraz, ça c'est sûr. Sinner, on ne sait pas vraiment. Il sera quand même protégé un peu avec son classement. Zverev n'a jamais gagné de tournoi sur gazon. Je pense que lui, je ne dis pas qu'il va gagner du tout, mais dans sa tête, il doit se dire là, mon Novak, tu peux finir ta carrière avec le trophée de Wimbledon. Ouais, mais pour moi, Novak, au-delà du fait que j'y crois pas, moi, au fait qu'il puisse aller chercher un grand chelem, mais ça se voit quand même un petit peu depuis le début de la saison, bien qu'en Australie, il ait réussi à croquer Sinner. Là, sur Roland, on l'a dit, plus de tournois de préparation. Il débarque sur ces gros tournois-là. On peut, malgré la marge qu'il peut avoir encore face à certains joueurs sur les premiers tours, on peut voir dans le profil des matchs et comment il arrive à les gérer, les manager, que dans les moments importants sur les fins de set, dans les moments un petit peu de tension, il a forcément moins de repères. Il est moins tueur. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué. Il peut s'agacer un petit peu plus. Il y a forcément un petit peu plus de nervosité du fait qu'il est... Malgré la connaissance qu'il a de lui-même et toute l'expérience, il est en manque de repères. Il ne peut pas se dire mais il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je suis passé par là, voilà comment. Donc, sur une quinzaine, et face à des profils de joueurs où à un moment donné, ils sont de plus en plus nombreux à pouvoir potentiellement lui poser des problèmes, ça va être compliqué. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Ouais. On se plongera vraiment dans l'avant Wimbledon mardi prochain dans Retour Gagnant. Il y aura eu des enseignements à tirer forcément des 2 tournois de cette semaine au Queens et à Halle, avec les résultats de chacun. On a du beau monde à Halle, particulièrement dans les meilleurs. Des Français plus au Queens. Après, c'est quoi? Il n'y a que Terence à Halle. Et ils sont 4 au Queens. Mais pourquoi? Et on choisit l'un plutôt que l'autre.
Tu disais que C'est le pas le Queen, même c'était gazon. plus proche de Wimbledon. Le Queen, c'est pratiquement les mêmes terrains que Wimbledon en termes de rebond, en termes de vitesse Donc c'est la meilleure prépa. de jeu. En sachant que maintenant, au Queens, chose qu'il n'y avait pas avant, il y a quand même un tournoi féminin avant Mais le où les gazon est terrains pas sont dans le même joués, état. donc les ouais. terrains sont un petit peu plus usés. À l'Eu, c'est un gazon qui va quand même un petit peu plus vite, je trouve, avec un rebond un petit peu plus bas. Donc après, c'est des sensations. Et puis après, quoi qu'on en dise, pour bon nombre de joueurs sur le circuit, en fonction du classement qu'est le leur, ils s'inscrivent aux deux. Et en fonction du premier dans lequel ils rentrent ou dans celui dans lequel ils rentrent, ils vont jouer ou au Queens ou à Halle, tout simplement. Oui. C'est vrai qu'il y a des spécificités pour les meilleurs qui vont en choisir un et après, souvent, pendant des années, ils y vont. Pour les autres derrière, on le voit, il y en a, c'est une année l'un, une année l'autre, donc il n'y a pas. Ouais, mais pour les tout meilleurs, comme je l'ai dit, après, Ouais, c'est ça. des contrats voilà, qui sont passés avec les directeurs de tournois et qui ont des engagements financiers par rapport à ça. Après, sur les autres, effectivement, et puis après, c'est un ressenti, c'est un feeling. Il y a aussi, là, je parlais de la différence de cours. À Halle, quoi qu'il arrive, au niveau météo toute la semaine, tu es sûr de jouer. T'as le toit, oui. Au Queens, tu peux passer quelques jours à attendre que ça s'arrête. Donc après, et tout comme moi, j'adorais Halle par rapport au Queens, parce qu'à partir du moment où tu vas au Queens, donc tu restes en Angleterre, tu n'y bouges plus. Tu restes sur Londres, donc tu restes longtemps au même endroit. Et j'aimais bien Halle parce que ça arrivait juste après Roland. Et en fait, c'était à la campagne. Tu sors de Roland, Paris, le brouhaha parisien, l'effervescence, d'autant plus pour les Français. Et tu filais là-bas, tu étais au milieu de la forêt, l'hôtel au bord d'un petit étang, tu es contre le stade, tu fais tout à pied. Moi, j'aimais bien. Et les Français, en termes de palmarès, de résultats, préfèrent Halle. 0 Français Au au Queens. Queens, Ouais. en victoire, dans en un tournoi victoire. qui existe depuis Ah oui, c'est 1890. 0 Français et 2 C'est quoi, ont c'est gagné Nico, Halle. hein, qui Qui a va fait en finale. au Queens. Oui. Nico, qu'on salue, Nico Mahut, qui commande d'ailleurs Cette semaine, le Queens cette semaine. Et 2 Français qui ont gagné il y a eu Hugo Humbert, à Halle, Hugo Humbert. il n'y a pas si longtemps. Et en 1993, premier tournoi de Halle. 93. 93. Tu dois avoir quoi? C'est du Arnaud Butch Non. Un petit peu plus âgé. Guillaume Raoult. Guy Non, mais joueur de double avec Guy. Henri, qui a gagné en 93. Mais donc les Français ont plus gagné à Halle que 2-0. 2-0, exactement. Parce qu'on parle de score de foot. Hein. Bah oui. Ouais. On a un beau match qui nous attend ce soir. Bah oui. Match nul. 1-1. Petit prono, pour finir. J'ai vu des 5-2. Non, il y en a peu. C'est 1-1. Ah ouais, ils ont tous un petit peu tremblé, là, les favoris. Il y a eu des surprises. Donc, toi, Nico? Moi, je dis 3-0. La France va bien rentrer dans son mondial. 2-1. Voilà. C'est enregistré. Voilà. On fera le point. Est-ce que je peux préparer la semaine prochaine en posant une question à tous ceux qui nous regardent? On va essayer de faire un petit débat la semaine prochaine. On sera une semaine de Wimbledon sur les meilleurs joueurs de l'Air Open qui n'ont jamais gagné un tournoi sur gazon. Et il y a des vainqueurs de Grand Chelem qui n'avaient pas du tout la main verte. Et donc, ça peut être sympa d'en discuter. Donc, sur le chat, n'hésitez pas. Et puis, nous, on essaiera de débattre de ça. Quel est le meilleur joueur ou le top 5? Zverev est dans la liste. Je pense à un Jim Courier, par exemple, qui n'a jamais gagné sur gazon et qui a pourtant gagné 4 Grands Chelems. Donc, c'est un petit débat. On en discutera. Et oui, tu seras à la présentation de Retour Gagnant mardi. Exactement. Chez Nico Mahut? Non, je ne sais pas encore. On ne sait pas encore. On verra. On va y réfléchir aussi. Voilà, personne n'a sa place à titrer ici. Et ouais, c'est pas acquis, c'est comme les wildcards. Voilà, exactement. C'est pas un but, c'est comme les wildcards. Merci d'avoir été avec nous. Merci à cette petite Flo Caloise. Et donc, mardi, n'oubliez pas le Queens à Halle toute la semaine sur HBO avec Nico Escudé, avec Nico Mahut et sur Eurosport, bien sûr. À mardi. Bah oui. Merci. Merci à vous. Bye bye.